Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de comment lancer, grossir et revendre un média B2B. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Joachim Écoute de Science Marketer et cofondateur du média labiotech.eu qu'il a revendu. Salut Joachim, Salut, merci pour l'invitation. merci beaucoup de participer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je suis Joachim, fondateur de labiotech.eu. C'est un média pour les biotechnologies qu'on a lancé à la base sur le marché européen. Et en plus de ça, récemment, j'ai lancé une nouvelle newsletter qui s'appelle The Science Marketer et qui parle de marketing et communication dans les boîtes de sciences, donc dans les boîtes deep tech, biotech, etc. Très bien. Alors Joachim, ton parcours, c'est vrai qu'il est super intéressant parce que tu l'as dit, donc tu as monté la biotech.eu que tu as revendu et maintenant tu t'es encore spécialisé encore un peu plus dans le domaine de la biotech. Donc on va parler de tout ça, mais on va surtout parler de la biotech.eu. On fera des ponts avec tes autres projets parce que je sais que tu as un autre projet aussi sur cette fois-ci sur l'immobilier dans les biotech. On parlera de tout ça. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu le qui, le comment, le pourquoi de la biotech, la jeunesse du projet? Ouais. Ouais, alors ça a commencé quand j'étais encore étudiant. J'étudiais les biotechnologies à Paris, dans une école qui s'appelle Subbiotech. Et pendant ces études, avec un de mes camarades de classe, on s'est rendu compte qu'on faisait tous les deux beaucoup de curation de news en rapport avec les biotech. Et c'était en 2012, donc ça remonte un peu. Euh, et en fait, on s'est dit tous les deux, il y a pas de source qui agglomère les news biotech en ligne à cette époque, donc en 2012. C'était encore beaucoup de magazines papier, souvent avec des abonnements très chers qui peuvent aller dans les 1 000 € par an, des choses comme ça. Et on s'est dit, bah ok, on lance un blog et on va faire de la curation sur le blog. On l'a appelé labiotech.fr et on a lancé ça pendant nos études. Ça devait être en fin de licence, je pense, en début de master. Et pendant nos études, pendant 2 ans, on a fait ça en parallèle des études. On a rapidement développé une petite audience, surtout sur Paris. Il y avait pas mal de monde qui nous connaissait déjà. On a participé à beaucoup de conférences, on commençait à faire des interviews, etc. Et, euh, et à la fin de nos études, fin de master, on a tous les deux voyagé un peu, États-Unis, Europe, etc. Et en fait, en voyageant, on s'est rendu compte que le problème qu'on essayait de résoudre en France, donc créer un média digital pour les biotech, c'était pas seulement un problème français, mais c'était un problème vraiment à l'échelle européenne. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, il y a vraiment une opportunité à prendre, surtout que le marché européen des biotech était beaucoup plus gros que le marché français. Du coup, on s'est dit, on a envie de faire un business, on a envie d'être entrepreneur. Plutôt que d'aller chercher un job, on peut juste prendre ce projet et faire notre propre job avec ça, quoi. Et c'est là qu'on a décidé de lancer en fait labiotech.eu. Donc on a fait un peu un changement de domaine. On est passé du FR à EU. On est passé du français à l'anglais. Et c'est là qu'on a lancé labiotech.eu. Donc c'était en 2014. Et à ce moment-là, est-ce que votre audience française vous a suivi ou est-ce qu'ils vous ont dit ouais bon ciao l'anglais moi je vais pas suivre vos infos? Ouais, c'était un peu un pari. Et à la surprise de tout le monde, ils nous ont suivis. Ouais. C'était une grosse partie qui nous a suivis. Je pense, si je me rappelle des chiffres, on devait avoir peut-être 5 000 visiteurs par mois en France, sur le site français, quand on a commencé à lancer le site européen. Et on a dû récupérer 3 000 visiteurs français sur le site européen assez rapidement. Donc, on en a perdu forcément. Il y a eu un changement un peu d'angle, etc. Donc, on a dû perdre une certaine partie, mais une grosse proportion nous a suivis. Euh, et ça, c'était un pari qu'on s'est fait un peu au démarrage. On s'est dit, OK, les biotech, c'est une industrie où il faut parler anglais. Toutes les boîtes, peu importe où elles sont basées, l'anglais, c'est très fort dans la culture des entreprises parce que la science est basée sur de l'anglais.
La plupart des entreprises de biotech doivent travailler à l'international dès le démarrage, dès qu'elles sont fondées. Et forcément, l'anglais est utilisé. Et on s'est dit, OK, bah, un média anglais sur le marché européen des biotech, ça peut fonctionner. Et du coup, on va juste aller avec de l'anglais, pas de traduction, pas de vertical dans chaque pays, etc. On s'est dit, OK, un site pour toute l'Europe et let's go. Et c'était l'époque où il y avait aussi dans la tech, il y avait un peu des sites qui essayaient un peu sur le même modèle, tech.eu par exemple, qui s'est lancé à peu près en même temps que nous, un peu avant, il me semble. Et en fait, on s'est rendu compte, ouais, ça fonctionne. Et dans certaines thématiques comme la tech, ça fonctionne bien aussi, parce que l'anglais, c'est une langue qui est forcément parlée dans les boîtes à l'international. Et quelques mois ou peut-être quelques années après avoir fait le switch en anglais, vous n'avez pas eu que un lectorat donc, du Royaume-Uni, c'était vraiment réparti Ouais, dans tous les pays européens et ouais, j'imagine même par défaut du trafic international et mondial du coup. exactement. Ça, c'était assez surprenant. Aussi comparé en comparaison de nos compétiteurs qui sont plutôt basés aux États-Unis, on avait et on a toujours un fort trafic en Europe. Donc ça nous a permis de nous démarquer aussi de cette manière. Il y avait beaucoup, tu vois, les principaux hubs, c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et un peu Espagne aussi, etc. Donc on a un fort trafic dans tous ces pays-là. Et, euh, et après à l'international, exactement, on a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rapidement développé une grosse audience aux États-Unis. Donc, je sais pas, je pense après peut-être 3 4 ans, si je me souviens, on devait avoir déjà 30% du trafic qui venait des États-Unis. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qu'on proposait, on couvre l'Europe, l'industrie biotech en Europe. C'est quelque chose qui est pas fait par les médias américains. Et du coup, les Américains venaient chercher de l'info chez nous parce qu'on proposait cette complémentarité. Ok, ouais, super intéressant. Je pense que si vous aviez cherché à couvrir l'actualité biotech en anglais mais à l'américaine, vous auriez certainement pas eu le même succès en fait, parce que c'est vrai que votre facteur différenciant, c'était on couvre en anglais, donc accessible à tout le monde, mais Mm. sur un secteur particulier qui est l'Europe. Ouais, c'est ça. Il y avait quand même une niche. C'était une niche qui était pas bien servie. Parce il y avait très peu de médias en ligne sur toute l'Europe et même en regardant sur chaque marché indépendamment en Europe, il y a des pays où il y avait rien. Il y avait même pas de site digital pour les biotech. Donc en fait, en plus de proposer cette couverture de l'Europe, on proposait aussi à chaque pays de quand même proposer quelque chose dans leur propre marché. Donc ça c'est devenu un peu indispensable. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on est passé à une couverture mondiale, donc on couvre pas seulement l'Europe, on couvre le monde entier. Mais si on avait fait ça dès le démarrage, je pense qu'on aurait eu des soucis de ressources. Parce qu'on n'aurait pas pu couvrir autant que ce que font des médias américains. Tu vois, ils arrivent avec Mhm. 20 journalistes et ouais, forcément, ils peuvent couvrir énormément de news par jour. Et le marché américain, il est très très dynamique, donc il y a besoin de ça aussi. Mais nous, avec notre petite équipe, on s'est démarqué en disant, OK, on a une petite équipe, des petites ressources, donc on va targeter le marché européen et ça a fonctionné. Et les Américains qui s'intéressent au marché européen, c'est pour faire de la veille, de l'investissement. Est-ce que tu as cette information? Ouais, bah, un peu de tout, à vrai dire. Il y a de la veille forcément, on va dire technologique en quelque sorte. Donc ils viennent regarder un peu les projets cliniques qui se passent, qui proviennent des boîtes européennes, les développements de nouveaux traitements, etc. Investissement aussi, c'est la même chose. Mais en fait, en biotech, il y a un truc qui est très important, c'est que l'industrie biotech et l'industrie pharma en général, elle dépend énormément des licences entre entreprises. Donc, tu vois, tu as une entreprise qui va développer un médicament contre le cancer. Euh, Très rapidement, ils vont faire face à des problèmes de financement. Donc, il y aura des investissements de VC, de capitaux risques, etc. Mais une autre partie des biotech, c'est que les pharmas souvent viennent chercher des partenariats avec les
plus petites biotech et c'est eux qui vont les aider à aller mettre le médicament sur le marché. Et en fait, ça, c'est une dynamique qui est constante dans les biotech. Et à cause de ça, il y a une internationalisation immédiate des biotech. Parce que quand tu commences à lancer ton projet, dès le démarrage, tu vas commencer à aller chercher des partenaires, ouais, peut-être aux États-Unis, en Asie, peu importe. Et c'est pour ça qu'il y a énormément, ouais, d'Américains qui venaient voir sur notre site, OK, qu'est-ce qui se fait en Europe? Et de même aussi, on a eu du trafic provenant d'Asie assez rapidement et ça montre vraiment que c'est international, quoi. Quand vous avez lancé la newsletter en étant étudiant, c'était une newsletter de curation. Ouais. Vous aviez un blog également, mais c'était une newsletter First Company ou c'était un mix des deux? Comment c'était structuré? Je pense que c'était bricolé par des étudiants, donc c'était un site WordPress avec. Alors c'était déjà Mailchimp, on est sur Mailchimp depuis le départ. Mhm, Mais non, c'était très simple en fait. Ce qu'on faisait, c'était que on faisait à la fois sur le site et dans la newsletter. Dès qu'on trouvait un article, on le mettait en post sur le site. Donc c'était une redirection tout simplement. Tu vois, c'était un post, je sais pas, Le Figaro ou Le Monde, mhm. ça redirigeait vers cet article. Et dans la newsletter, ce qu'on faisait, c'était une fois par semaine, bah, on faisait toute la liste des articles qu'on avait trouvés. Et ça a démarré comme ça, vraiment de la simple curation. Et après, au fur et à mesure, on a commencé à produire notre propre contenu. Donc au démarrage, c'était peut-être ouais, une fois par semaine, après 2 fois par semaine, tu vois. Puis au fur et à mesure, on est monté. Et la transition, ça s'est vraiment fait quand on a lancé le site européen. Là, on est passé en contenu propre. On a commencé à écrire bah, nous-mêmes les articles. On avait une stagiaire avec nous qui écrivait aussi. Donc, c'est vraiment passé en mode ouais, production de contenu, quoi. Et quelles étaient les raisons du switch de la curation à production de contenu? Est-ce que tu voyais des limites sur la curation? Ouais, ouais. Sur notre projet en particulier, il y avait des limites parce que bah, typiquement, prenons le marché français, il y a des news qui n'étaient pas forcément traduites en anglais. Mhm. Donc nous, on a fait le travail de traduire et de proposer l'article en anglais. Donc tu as un peu ce côté, ouais, ce côté-là qui manquait. Et après, vraiment pour se démarquer, euh, si on avait fait juste de la curation sur le marché européen, je pense pas qu'on aurait pu créer la valeur qu'on a créée sur ce site. Et donc c'est passé par la création de contenu, quoi. En préparant cet épisode, tu as mentionné également que vous aviez levé des fonds Ouais. pour le projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était à quelle étape et comment vous avez utilisé ces fonds? Alors on a commencé assez tôt. L'idée quand on a commencé, c'était en 2014, donc c'était une époque où il y avait énormément de médias qui se lançaient et Mhm, un peu sur le modèle startup. Donc typiquement ouais, BuzzFeed, Business Insider, tous ces sites-là, ils viennent de cette époque-là. On a un peu été influencé du coup et on a voulu suivre un modèle assez similaire de OK, on lève de l'argent, en gros, on produit le plus rapidement possible, le plus de contenu possible, et ça va construire notre audience, et après on va continuer comme ça. Donc, c'était un peu ça l'idée. On a fait notre première levée de fonds, on l'a clôturée en 2016. Ça nous a pris un peu de temps à clôturer, mais c'était là où on a ouais, clôturé le premier tour. C'est des petites levées de fonds en comparaison de, tu vois, ce que peuvent lever des startups en tech. Mais en fait, nous, ouais, ça nous a permis rapidement d'embaucher notre première journaliste à plein temps, par exemple, tu vois, embaucher quelqu'un en vente pour aller vendre de la pub. Et à partir de là, c'est là qu'on a commencé un peu à scale up. Mais bon, c'est à l'échelle de médias, donc c'était un scale up quand même assez lent et pas, mhm. c'est pas une licorne, quoi. On a refait 2 levées de fonds par la suite. C'était à chaque fois ouais, 2 ans quasiment de séparation entre chaque levée de fonds. Et c'était des levées de fonds qui étaient dans les 6 chiffres, tu vois. C'était pas des trucs énormes. Mais nous, ça nous a permis en fait de maintenir la croissance et d'arriver rapidement à un stade où
bah, le site en termes de trafic était assez comparable au site américain. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. Donc, levée de fonds première finalisée en 2016, une autre en 2018, une autre en Ouais, 2020. c'était 2016, début 2016, fin 2017, Ok, 2019, un truc du genre. Ouais. d'accord. Et alors, le sujet croustillant, la revente, vous avez Ouais. revendu à quel moment? Ça fait fin 2021. D'accord. Donc, depuis 2019, j'étais le seul fondateur qui était resté dans l'entreprise, donc je gérais l'entreprise seul. Et on avait une dizaine de personnes au capital, enfin de personnes ou entités. On avait des family office et un VC, etc. Euh, en 2021, enfin avant 2021, on a rencontré, enfin j'ai rencontré un fondateur d'une autre entreprise qui s'appelait Innova à l'époque, ça a changé de nom. Euh, et en fait, c'est une entreprise qui propose un software dans la pharma et les biotech. Et c'est un software qui gère ce dont je te parlais juste avant avec les licences, etc. En fait, c'est comme un CRM qui gère un peu cette relation entre les entreprises. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de synergie entre ce côté software et le côté média. Et eux, en parallèle, ils étaient en train de chercher d'autres startups à acheter qui ferait un peu comme un écosystème de solutions pour les biotech et pharma, à la fois software, à la fois médias, information, etc. Donc le projet a bien collé, les équipes ont bien collé aussi, il y avait un très bon rapport entre nous. Et à la fois, en même temps, au niveau de nos investisseurs, ça faisait, pour certains, ça faisait ouais, 5 ans, à peu près ouais, 5 ans qu'ils étaient au capital. Donc tu vois, il y avait aussi un peu des attentes, ok, quand est-ce qu'on fait une exit, est-ce qu'il y aura une exit, etc. Le marché en 2021 aussi, ça commençait un peu à entrer dans la crise qu'on est qu'on est toujours en train de vivre. Enfin, on avait déjà passé Covid, qui était pas évident pour les médias. Bon, il y avait d'autres choses en parallèle qui commençaient à se déclencher. Du coup, le timing paraissait assez bon. On avait un bon partenaire, la boîte était stable, on était profitable. Vraiment, tu vois, il y avait tout coché pour dire, ok, bah, on a fait un bon boulot, let's go. Maintenant, on peut sortir et passer à la prochaine étape. Et moi, ça m'intéressait de vivre une acquisition aussi en tant que ouais, fondateur et entreprise. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en 2021, bon, je te passe les détails parce que forcément, il y a énormément de paperasse, due diligence qui prend beaucoup de temps, Mhm. etc. Mais ouais, au final, l'acquisition s'est faite et aujourd'hui, bah, on fait partie du groupe et on travaille à la fois sur maintenir la mission initiale de la biotech, donc tu vois, de créer du contenu à forte valeur et en même temps créer des passerelles avec le reste du groupe. Donc nos visiteurs aujourd'hui, ils peuvent aussi trouver des solutions sur le site. Par exemple, dans certains articles, si on écrit un article, je sais pas, ouais, sur des médicaments dans le cancer, on a aussi des petits onglets qui vont leur montrer, bah, regardez ici, ces entreprises-là proposent ces technologies innovantes. Vous pouvez aller faire un partenariat avec eux, et ça renvoie vers les solutions de notre maison mère en fait. C'est une approche, c'est marrant parce que j'en ai discuté avec Kevin Jourdan de Dot Market, qui est une plateforme d'achat-revente de business digitaux. Et il appelle ça la verticalisation des médias. On a fait un Ouais, épisode complet, donc il est déjà publié à l'heure où on enregistre ce podcast. Et ça me fait, ton approche là, ça me fait vachement penser aussi à. Est-ce que tu connais la newsletter de Hustle? ouais, ouais, qui a Qui été est racheté par HubSpot. exactement. Ouais, c'est très similaire. Ouais. C'est Mais très très similaire et ouais, je te laisse enfin, ouais, continuer. c'était un peu une inspiration aussi dans ce deal. C'était un moment où on avait vu plusieurs de ces exemples. Mhm. Il y a Mailchimp qui a racheté le magazine Courier, qui était Effectivement. un magazine papier en plus. Donc, Mhm. enfin, vraiment, entre Mailchimp et un magazine papier, ils ont vraiment cherché la jonction. Ouais, on avait vu quelques deals comme ça. Et en fait,
dans les conversations que j'avais, en même temps que discuter avec cette entreprise qui nous a racheté, j'avais des conversations avec des médias plus classiques. Mhm. Mais le deal, c'était, bah ouais, ok, nous on fait d'autres verticales, la biotech ça nous intéresse, on rachète, et voilà, on a une nouvelle verticale. C'est Mhm. comme ça en général que ça se fait dans les médias. Et bon, c'était intéressant, mais c'était pas genre, ça te donnait pas l'envie de faire vraiment plus. Euh, et ce projet d'allier un peu software et médias dans un écosystème plus large, bah, c'était forcément beaucoup plus intéressant et un peu plus de challenge aussi, je pense. Et ouais, c'est pour ça que ça nous a convaincus quand on a vu aussi d'autres exemples, ouais, comme The Hustle par exemple. C'est toi qui as approché Innova en leur proposant cette approche? C'est tombé un peu au bon moment en fait. C'était les deux entreprises. Nous, on commençait à chercher des partenaires pour sortir, et Innova commençait à chercher à Ok. investir dans les médias en même temps en fait. Donc c'est tombé juste au bon moment. Est-ce que cette approche d'un software qui rachète des médias, on le voit, alors on peut pas dire que c'est pratique courante non plus, je pense, mais on voit à peu près la même approche en B2C avec des e-commerce qui vont racheter des médias. Mais Ouais. bah justement, c'est ma question. Est-ce que c'est une pratique qui est très courante dans le B2B de Non, software qui, je pense non? pas. Non, Ok. la plupart des deals, c'est vraiment du classique. Ok, on rachète une verticale ou on rachète un compétiteur, ce genre de choses. C'est pas très fréquent, mais ouais, à l'époque où nous on a vendu, on voyait quelques exemples, donc on s'est dit ok, ça D'accord. peut fonctionner. Il y a un signal, il y a quelque chose. C'est ça. Ouais. Et en ce qui concerne les valorisations, est-ce que la valorisation d'une boîte software qui rachète un média est la même qu'un média qui va racheter un autre média pour l'intégrer dans son groupe? Je peux juste parler pour mon cas. Mhm. Les valorisations étaient similaires. D'accord. Euh, Parce que je pense qu'il y avait quand même, on arrive à un point où la valorisation des médias est assez claire. Mhm. Tu vois, c'est pas l'époque où Business Insider s'est fait racheter par Axel Springer. Ça s'est terminé ce genre de valorisation. Euh, mais ouais, ça devient un peu plus clair sur les multiples. Et du coup, bah, oui, il y avait aussi un travail de recherche du côté de la compagnie, de l'entreprise qui nous a racheté. Du coup, on est tombé sur des chiffres assez similaires. Donc aujourd'hui, la biotech.eu, tu dirais que c'est le plus gros média sur la biotech, Basé en Europe. C'est basé pas en le plus Europe. gros média, donc nos compétiteurs aux États-Unis sont plus gros, Mhm. plus de journalistes, plus de couverture, plus d'articles, etc. Mais basé en Europe, on est le plus gros média. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu du business model? Donc, on comprend Mhm. qu'il y a des ponts qui se font entre votre partenaire software, l'acheteur qui vous a racheté, et la biotech.eu, mais je mettrai le lien et j'incite tous les auditeurs à naviguer sur le site parce que c'est pas du tout pushy quoi. Quand c'est mis en avant, c'est fait d'une manière très organique. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas, il y a pas une grosse bannière avec. Maintenant le soft il s'appelle plus Innova, tu dis, il c'est s'appelle. InPart. Ouais, InPart. D'accord, InPart. Et donc je trouve que c'est plutôt bien fait et ça conserve l'aspect. Bah tiens, j'ai besoin d'infos sur les biotech en Europe. Je vais pas me manger du InPart à longueur de journée. Je vais C'est aussi ça. trouver de la vraie info quali, indépendante, etc. Ce qui est compliqué, je pense, parce que quand quelqu'un rachète un média derrière, il veut s'y retrouver. Je Mm. pense qu'ils ont compris aussi la valeur du média en tant que tel et indépendant. Donc, quel est le... Parce que potentiellement, tu peux faire... Imagine, il y a un concurrent de InPart qui vous contacte sur la partie média et qui dit, je veux un article sponsorisé. Et ça va être compliqué. Ouais. Donc, comment vous... On va les repousser. Bon, Ok, je vais parler du business model avant l'acquisition, super. qui est très simple, c'est de la pub. En fait, le constat qu'on s'est fait rapidement, c'est que on voulait du contenu gratuit. On voulait pas mettre de paywall dès le départ. C'était quelque chose qu'on tenait à faire. Donc la solution la plus simple, c'était bah, de construire le plus ouais,
de trafic possible et de revendre la visibilité à des publicitaires. Et c'est le modèle qui nous a permis de maintenir l'entreprise jusque-là. Donc en fait, pub, nous, c'est un mix de sponsorship de newsletter. On a quelques bannières sur le site, mais c'est pas vraiment le produit le plus utilisé. On a des articles sponsorisés. On a parfois des campagnes, genre des rapports sponsorisés, tu vois, des genres de e-books sponsorisés, euh, et des emails sponsorisés. Donc c'est un peu toutes ces catégories-là, avec à peu près le même nombre, la même proportion dans chaque produit, on va dire. Euh, et ça fonctionne bien parce qu'il y a une demande pour ça dans les biotechnologies. Il y a énormément d'entreprises de services ou qui vont vendre des produits de laboratoire qui ont besoin de visibilité. Donc nous, en fait, c'est notre cible principale. Et voilà, c'est ce modèle-là qui soutient l'entreprise. Et par rapport à l'acquisition, on a maintenu ça. Donc on fait toujours le même modèle, le même produit, etc. Il y a pas vraiment eu de changement. Bon, un peu d'innovation avec des nouvelles options, etc. On va lancer des nouveaux produits publicitaires aussi, comme des webinaires bientôt. Mais ça reste le même business model. Et après, à côté de ça, on a une question plus synergie interne, où là, c'est pas vraiment un business model classique, c'est plus, ok, on a des métriques en interne qu'on suit. On essaie de regarder combien de nouveaux utilisateurs la biotech envoie à InPart, tu vois, ce genre de pont. Et c'est simplement ça qu'on essaie de maintenir, tout en gardant une séparation forte entre InPart et la biotech. C'est pour ça qu'on a gardé la même marque, on n'a pas fait de changement de marque. Et comme tu l'as dit, la présence de InPart est vraiment soft. On va vraiment mettre InPart en avant quand on voit une valeur. Donc, comme je t'ai dit, certains articles, on va proposer une liste de technologies qui sont disponibles sur InPart, et il y aura juste un lien, tu vois, tout simple, pour aller sur InPart. Euh, et dès le départ, c'était quelque chose où on était complètement d'accord avec l'entreprise. Ceux qui nous ont racheté dès le départ nous ont dit, ah, il faut garder la marque, elle est super forte dans cet environnement. On veut pas gâcher ça, donc on va faire en sorte que les équipes, même les équipes sont séparées. En fait, nous, chez la biotech, on reste un peu plus indépendant que le reste de l'entreprise InPart. On a notre équipe vraiment propre et bien sûr, on a des relations de management avec l'entreprise mère, mais on est vachement indépendant. Le contenu, personne n'y touche à part moi et les journalistes. Donc, tu vois, ça reste vraiment indépendant. Et aujourd'hui, c'est toujours un bon équilibre entre le sponsoring des newsletters, le sponsoring d'articles, tu vas Ouais. lancer des webinars. Euh, Est-ce que tu as des chiffres à partager éventuellement euh, sur, Sur, je ne sais pas exactement la proportion. Comme je t'ai dit, c'est un peu équivalent le nombre de campagnes d'articles sponsor, de sponsorship de newsletters, de bannières, etc. Le produit phare qu'on a et qui est booké des mois en avance, en fait, c'est ce qu'on appelle e-blast. Donc, on envoie un email, c'est une promotion, et on l'envoie à notre liste. C'est pas une newsletter, ça fait pas partie de la newsletter, c'est vraiment une promotion. Bien sûr, on met notre logo et on dit, OK, ça, c'est un message d'un de nos partenaires, voilà, on vous l'envoie. En général, c'est de la promotion souvent de webinars qui sont organisés par des entreprises externes et qui veulent avoir des personnes qui s'enregistrent. Euh, et c'est ça, ouais, vraiment, c'est tout le temps booké. Donc, si tu veux un peu un chiffre, j'ai pas le chiffre exact en termes de revenus et je pense pas que je peux le partager. Mhm. Mais ça, c'est notre produit vraiment qui fonctionne toujours. Et après, ouais, je pense que c'est la seule chose que je peux partager Ok, sur ça. pas de problème. Donc j'imagine que si tu peux pas partager ça, tu peux partager le chiffre de la revente, bien entendu. Pas vraiment. C'était 7 chiffres. Ok. Non, mais bien entendu, c'était une question provoque. Est-ce que tu as peut-être
des chiffres sur le trafic, par contre, des Ouais, chiffres sur le taux d'ouverture, sur le nombre ouais, d'abonnés, sur. ouais. Alors, trafic, on a rapidement atteint un niveau de stabilité à peu près où, tu vois, c'était un peu le niveau qui est resté pendant plusieurs années à 150 000 visiteurs par mois. Donc, dans le B2B, je pense que c'est un très bon chiffre. Mhm. Cette année, on a eu une ascension assez forte. On a atteint 200, 250 000 visiteurs par mois dans la première moitié de l'année, et dans la deuxième moitié de l'année, ça commence à descendre. On reviendra sûrement à ça plus tard. C'est par rapport au changement sur l'algorithme de Google. Mhm. Mais voilà, le chiffre, on va dire assez stable, c'est 150 000. Après, bien sûr, tu as toujours un peu des fluctuations. Et au niveau de la newsletter, là, on doit être proche des 14 000 abonnés sur la newsletter. Le taux d'ouverture, il est à 40%, 40, 45. Euh, voilà. Est-ce que vous segmentez la newsletter, par exemple? J'imagine qu'il y a différentes thématiques à l'intérieur de la bibliothèque. Est-ce qu'un annonceur qui vient vous voir pour le email blast dont tu parlais, il peut choisir de targeter que les abonnés qui travaillent dans ce secteur Hmm, précis de la bibliothèque ou qui ont, je sais pas, une adresse email de telle compagnie, de telle hmm. entreprise, etc. Ce sont des Alors nous, services. on le fait pas. Mhm, Ce qu'on, c'est un peu une politique par rapport à, je pense, à la culture de notre média. On a toujours voulu proposer une segmentation, donc parler à tout le monde. En fait, tu vas aussi t'en rendre compte si tu lis notre contenu comparé à nos compétiteurs. On est beaucoup plus accessible dans le niveau de langage, tu vas utiliser moins de jargon, ouais, développer un peu plus la technologie pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Et ça fait partie de cette culture que, en fait, les produits de la newsletter, on a toujours défendu que, ok, c'est une liste, vous vous adressez à la liste, ou sinon, bah, ça fonctionne pas. On a fait quelques tests de segmentation dans le passé. Euh, En général, les seuls cas où on l'a fait, c'était de la segmentation géographique. Donc, quelqu'un voulait juste s'adresser à l'Europe ou juste aux US. Dans ce cas-là, on l'a fait parfois, mais on essaye de l'éviter et de garder juste une segmentation unique. Tu as parlé de concurrence, donc on a compris que les médias biotech aux États-Unis, finalement, c'est pas vraiment votre concurrence directe, ou tu Aujourd'hui, considères. si. Si, aujourd'hui. Dans le passé, quand on a démarré, non. Mhm. On était vraiment complémentaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus frontal parce que, bah, comme j'ai dit, on est passé d'une couverture éditoriale européenne à internationale, donc on va couvrir les mêmes entreprises, les mêmes sujets. Là où on se démarque aujourd'hui, en fait, euh, nos compétiteurs, ils sont très concentrés sur les petites news, les petits articles d'actualité. Donc tu vois, ils vont produire, je sais pas, facilement 20 articles par jour, qui sont pour la plupart basés sur des communiqués de presse. Mhm. Et nous, on va aller plutôt dans l'analyse de langue, en fait. Donc on va prendre plus notre temps, on va commencer à regarder un peu tout ce qui se fait, à accumuler plusieurs news qui créent comme ouais, une trajectoire ou tu vois un Mhm. sujet assez profond. Et on va courir l'article. Nos articles, c'est 1500 mots minimum, donc c'est beaucoup plus long que, je sais pas, je pense nos compétiteurs, ça doit être du 600, 800 mots en général par article. Donc c'est comme ça qu'on se démarque aujourd'hui, mais la concurrence est beaucoup plus frontale parce qu'on est sur un niveau international aussi actuellement. Ok, donc il y a cet aspect vraiment, on prend différentes news, on les agrège, on comprend ce que ça veut dire pour notre Voilà, lectorat, et on les guide à travers, on fait pas juste du rabâchage de communiqués de presse en gros, quoi. c'est ça, exactement. On va, on va plus analyser, ouais, vraiment un mouvement qui est en train de se produire, qui a un impact sur toute l'industrie. On va faire aussi, on a aussi une partie où on fait pas mal de listes.
On va chercher des entreprises, par exemple, qui développent un médicament contre le cancer du côlon. Bah, on va chercher les plus innovantes, on va faire une liste, ou les plus innovantes en France, on va faire une liste, etc. Donc on a pas mal de listings aussi qui plaisent beaucoup à nos lecteurs. Et à côté de ça, c'est vraiment de la recherche de fond, quoi. Je m'intéresse beaucoup au B2B. Malheureusement, j'ai pas assez d'intervenants sur ce podcast sur cette thématique. J'ai fait beaucoup de B2C, ça me tient à cœur aussi, mais j'adore le secteur B2B. Euh, j'ai- et parfois, je tombe sur des groupes médias, je me dis, mais comment ils font? Ils ont mais des centaines et des centaines de publications et ça va Ouais, de traitement des déchets à la pizza, à la. Ouais, mais j'ai vu des groupes comme ça hein, qui s'adressent aux ouais, pizzaiolos, à la boulangerie, au mec qui est dans l'industrie laitière, à la construction. Et tu te dis, mais comment. Alors, j'ai conscience que ça s'est pas fait en un jour, que. Ils ont dû recruter, bien entendu, des journalistes spécialisés par industrie, etc. ouais, Mais ce que tu me dis là, je dis ça, je te pars sur cette tangente, parce que ce que tu me dis de communiqué de presse et de volume de news, ça me fait penser à ça quand je regarde ces sites, même sans vraiment être un insider de cette thématique, tu, tu sens et tu peux voir que c'est... Ouais, on prend un communiqué de presse, ok, on le réécrit, mais il n'y a ouais, pas vraiment d'analyse derrière. Alors, le travail pour de la veille de contenu, c'est pourquoi pas, mais derrière, je pense qu'il manque effectivement ce travail, à mon avis, hein, sur des groupes médias qui font autant de volume, ce travail de vraiment, ok, on prend le temps, on se pose, on a vu ça, ok, qu'est-ce que ça veut dire mm. avec cette autre news qu'on a été chercher là-bas. Euh, c'est un retour que vous avez de votre audience ou c'est quelque chose que vous vouliez faire et vous dites non, la biotech.eu c'est ça notre travail ou c'est un retour que vous Ça, avez eu? ça a évolué, à vrai dire. Et il y a deux écoles dans les B2B, je pense. Il y a vraiment cette école à l'ancienne de, ok, on prend le communiqué, on le paraphrase et on le publie. On le publie. Euh, c'est une grosse proportion du B2B encore aujourd'hui, je pense. Et après, il y a peut-être une école un peu plus moderne, peut-être aussi influencée par les, tu vois, les newsletters, Substack, etc., Mhm. qui va aller plus dans la profondeur. Nous, ça a été une évolution. C'est encore une évolution aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on se pose, une question qu'on se pose vraiment régulièrement de est-ce qu'on doit faire plus de news? Est-ce qu'on doit rester dans le contenu plus long? On a démarré avec, bon, avec de la curation. Ensuite, avec des articles vraiment basés sur du communiqué de presse, comme tout le monde. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire de plus en plus de contenu long. Et tu vois, il y avait un mix news et contenu long. Et en fait, depuis l'acquisition, on a aussi cherché à se démarquer vu on s'est dit, OK, on va parler des biotech à l'international, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui nous démarque. Et nous, déjà, on avait cette identité d'avoir des contenus plus longs, des contenus un peu plus fun avec les listes qu'on fait. Et on s'est dit, OK, bah, let's go, on va là-dedans. Du coup, on a gardé ça comme identité. Mais ouais, dans les B2B, tu vas croiser les deux. Et ouais, il y a des groupes, c'est incroyable. Et surtout quand tu regardes pas seulement le nombre de publications, mais la taille des business. Tu as des business Mhm. incroyables. Par exemple, euh, Insider Dive, c'est une entreprise qui s'est lancée, je sais pas, genre 2015 ou 2016. Et c'était un mode bulldozer. Tu vois, ils sont arrivés, ils se sont dit, OK, on va lancer 10 verticales. On embauche un éditeur et un mec en vente dans chaque verticale. L'éditeur, il doit écrire, le mec en vente, il doit ramener de la pub et let's go. Et en Mhm. fait, sur chaque verticale, en un an, ils atteignaient 1 million de dollars de revenus. Et il y a quelques années, ils ont été vendus au groupe Informa, qui est un énorme conglomérat de médias et d'événementiels, et avec un gros multiple aussi. Donc t'as quand même des trucs intéressants en B2B à regarder. Et je Mhm. pense dernièrement, ce cas d'étude, c'est un peu le cas d'étude que tout le monde regarde parce que Bien ça a sûr. explosé tellement vite. Euh, ouais, Et leur site est. Alors, je pensais un peu à ça, effectivement, sur les groupes médias qui sont dans plein de thématiques. Mais eux, pour le coup, je trouve qu'ils l'ont fait d'une manière. Enfin, c'est vraiment impressionnant comme business, hein, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont été revendus 500 millions. Enfin, ouais, faudra que ouais, c'est ça. je check, mais incroyable.
D'ailleurs, l'un des cofondateurs a fait des podcasts, c'est en anglais, mais c'est super intéressant de comprendre sa vision du Mm. B2B, etc. Et il y avait aussi cette volonté un peu de dépoussiérer le média B2B. Et je trouve qu'ils l'ont surtout fait par le biais du design de leur site. Leur site est vraiment très Ouais. clean, en fait. Ah, il est clean, ouais. Ouais. Et également la construction d'une marque. Parce que c'est effectivement Banking Dive, Retail Ouais. Dive, Pharma Dive. Et donc, il y a des ponts extraordinaires à faire entre les différentes thématiques. Et un autre truc qui est intéressant aussi, c'est, imagine, toi, tu travailles dans l'industrie bancaire, tu changes de job, tu vas dans la pharma, tu te dis, ah bah tiens, est-ce que Ouais, est-ce Banking qu'ils ont Dive, la ça verticale? existe? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est super smart. Ouais. Ouais. T'as jamais été tenté, toi, de lancer la biotech.eu sur d'autres thématiques qui Si, tous les t'intéressent? jours, mais Ouais, ok, je non, mais vois. ouais, moi, c'est vraiment, je pense que mon ADN, c'est les médias, tu vois. Et Hmm, ouais, bien sûr, lancer d'autres projets, j'y pense énormément, mais tu dois te concentrer sur quelque chose, ouais. sinon c'est juste, tu perds trop de concentration. Ou il faut avoir un peu l'ambition de faire ce genre de groupe. Hmm. Euh, Là, ouais, je t'avouerai, là, actuellement, dans ma vie, c'est pas vraiment ce que j'ambitionne, mais quelqu'un qui voudrait reproduire ce que Industry Dive a fait, je pense que tu peux encore leur faire aujourd'hui, tu vois. Si t'as l'ambition, t'as un peu la fibre entrepreneur, tu peux recommencer à faire ce qu'ils ont fait. Je pense que ça marcherait. Il y a toujours le potentiel il y a tellement de verticales, tellement de petites niches que tu peux aller chercher. Ah, ça, j'y crois énormément. En Europe, tu Ouais, en vois ce Europe modèle? aussi, ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, même aux États-Unis, tu penses que il y a encore du Ouais, potentiel? dans le B2B, il y a tellement de potentiel parce que en général, c'est pas sexy, tu vois. Mhm. Faire une newsletter sur les carburateur de voiture, enfin non, que c'est pas sexy. Mais si tu le fais, t'as une audience et tu peux construire un business et tu peux le répéter dans d'autres verticales. Enfin, c'est pour ça que j'adore les B2B, c'est que tu peux vraiment trouver des petites niches et alors soit en vivre, soit en faire vivre des journalistes, etc. Tu vois, enfin, c'est vraiment intéressant et il y a peu de personnes qui s'y consacrent vraiment. Il y a beaucoup de potentiel. On va y revenir un peu plus tard, effectivement, notamment à travers tes deux autres projets. Enfin, il y a un projet que tu as lancé et un projet, Hmm. tu es consultant ou Ouais, associé, il me semble. Ouais. consultant, ouais. On va y revenir, c'est super intéressant. Et la question, ça serait effectivement de savoir à quel point une niche est trop niche ou pas. Donc, Ouais. tu vois, parce que parfois, on peut se poser la question. Euh, Donc demain, c'est quoi les projets? Alors tu as parlé un peu au niveau monétisation avec éventuellement une plateforme pour faire des webinaires sponsors, etc. Ouais. Chez la biotech.eu, comment vous voyez le futur? Ouais, alors bon, on a des projets comme je t'ai dit à la fois business model et contenu, donc comme les webinars. Bon, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui paraît pas très sexy, mais dans une industrie comme la nôtre, c'est quelque chose qui se fait énormément. Il y a énormément de webinars qui sont organisés à la fois par les médias, à la fois par les entreprises. Et nous, on a beaucoup de demandes pour ça, en fait. C'est simple, ça vient simplement de là. On a de la demande à la fois de nos partenaires publicitaires et de notre audience. Ah, donc, on est à une étape où on se dit, OK, bah, pourquoi pas faire ça? L'autre avantage, c'est que notre maison mère, InPart, a les ressources pour faire des webinaires. C'est quelque chose qu'ils ont fait depuis longtemps. Ils ont l'expérience, ils ont le personnel pour nous aider. Donc, c'est un projet commun, en fait, qu'on va faire ensemble. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Et, bon, après, en termes de projet de développement, il n'y a pas un projet énorme pour l'instant. On essaie de garder le cap, de maintenir cette aura unique qu'on a autour de notre marque, de pas perdre cette culture, etc. Euh, pour l'instant, c'est vraiment ce sur quoi on se concentre et faire du bon contenu. Top. On parle de tes autres projets, du coup, on Ouais, va démarrer avec The Science Marketer, que tu as lancé ouais. une fois que tu avais revendu la biotech. Ouais, un peu après, ouais. Donc j'ai lancé il y a tout juste un an. Euh,
Ouais, c'était encore un constat, je pense, qui provenait de l'audience parce que je me suis rendu compte il y a énormément de personnes en marketing dans les biotech. Enfin, énormément. Ça reste une petite niche, mais tu vois, dans chaque entreprise, tu as quelqu'un en marketing ou en communication. Et il y a pas, j'ai pas trouvé vraiment de médias qui se spécialisent sur cette audience, qui proposent des inspirations, des cas d'études en marketing, vraiment dans les entreprises de sciences et de biotech. Et je me suis dit, OK, moi, mon expérience, en fait, c'est quoi? C'est à la fois faire du marketing pour promouvoir le contenu, gérer les réseaux sociaux, etc., à faire de la communication à travers le contenu. Et ça reste dans les sciences du vivant. Et en fait, je me suis dit, OK, en fait, j'ai plein d'expériences accumulées sur lesquelles je pourrais écrire des posts une fois par semaine. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Je me suis dit, OK, vas-y, j'ai envie de un peu libérer tout ce que j'ai dans la tête en termes d'expérience. Je vois qu'il y a une audience, je vois qu'il y a un besoin, et c'est comme ça que j'ai démarré. Euh, ouais, actuellement, ça reste une newsletter gratuite, il n'y a pas de paywall. J'écris une fois par semaine un post voilà, qui va traiter de marketing ou communication. Et à chaque fois, j'essaye de ramener vraiment une spécificité au milieu scientifique, recherche et développement. Parce que c'est là qu'il y a vraiment une distinction avec du marketing B2C ou même du marketing B2B qui serait plus traditionnel, on va dire. Donc voilà, j'injecte un peu mon expérience et et voilà, c'est ça le projet pour l'instant. Et ça, tu l'as lancé directement en anglais, donc Ouais, ambition de, encore une fois, toucher tout le monde. ouais, ça c'est la même chose. C'est lancer sur juste en français, par exemple, ça aurait pas suffi comme taille de niche, ça aurait vraiment été trop petit. Donc je me suis dit ouais, je lance en anglais, c'est une audience que je connais. Et en fait, mon constat, c'est que j'ai vraiment commencé à me spécialiser dans le marketing des biotech et des sciences du vivant. Mais je me rends compte là au fur et à mesure qu'il y a énormément de sujets en commun avec d'autres entreprises, par exemple dans les deep tech, Mhm. où le marketing est assez similaire. Les dynamiques entre les entreprises sont assez similaires. Tu vois, dès que tu as de la science et de l'innovation, en fait, ça apporte une spécificité au marketing qui se retrouve dans ces industries. Et mon idée, c'est aussi étape par étape, d'élargir un peu l'audience. Donc, pas faire que marketing biotech, mais peut-être, tu vois, si tu travailles dans la physique ou chez SpaceX, que tu développes une fusée, peut-être que mon contenu va t'intéresser aussi, tu Donc là, tu as été plutôt smart au niveau du nom de domaine. Tu l'as pas brandé sur la bibliothèque. vois. Ouais, ouais, je vais Mais garder tu large. l'avais, tu l'avais de Science Marketer. Ça, tu avais internalisé avant de le lancer. Tu t'es dit, il me faut un truc Ouais, quand même plus généraliste. Ok. ouais, ça c'était déjà un peu en prévision de ça. En fait, le terme science marketing est un peu utilisé sur les réseaux. C'était un Mhm. terme où je reconnaissais déjà une audience. Donc je me suis dit, ok, vas-y. Je suis mauvais en nom de marque. De toute façon, j'ai pris le truc le plus simple. On garde le truc large et let's go. Là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, sur ce projet, comme sur la biotech, vous mettez pas de paywall à l'heure Ouais. où j'ai l'impression que tout le monde s'excite sur les paywalls, même en B2C. Tout le monde se dit, ah, comment on peut faire en sorte que notre audience va payer pour notre super contenu, etc. En B2B, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière les paywalls et bon, ça peut se comprendre, c'est un business model à étudier. Quelle est toi ta vision? C'est plus une philosophie où tu te dis non, l'information, elle doit être pardon, disponible à tout le monde? Ou c'est parce que derrière, tu as compris un truc business qui fait que tu as plus d'audience, donc tu peux plus la monétiser? C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas parce que je crois que les deux modèles fonctionnent. Ça va vraiment dépendre de ta niche, de ta philosophie en tant qu'éditeur et du projet à long terme. Il n'y a
pas de recette secrète dans les médias, je pense, aujourd'hui. Tu trouves tous les types de modèles, tu trouves des modèles qui sont complètement à l'inverse de ce qu'on conseillerait de faire et qui fonctionnent très bien. C'est ça qui est intéressant dans les médias, c'est qu'il faut que tu trouves la recette pour ton audience, et peut-être encore plus dans le B2B, à vrai Mhm. dire. Donc, ouais, non, je crois totalement que tous les modèles sont compatibles. Nous, particulièrement sur la biotech, c'était vraiment dès le départ, on s'est dit non, on fait du gratuit parce que on voyait dès le départ que la niche n'était pas si petite. Donc, on s'est dit, OK, on veut parler à tout le monde, on veut pas créer de barrage au contenu. Donc on a décidé de faire ça. On a quand même eu une petite expérience pendant, je crois que c'était pendant 1 an ou 2. On a eu un membership. Donc, il y avait Mhm. quelques articles qui étaient derrière un paywall. On avait quelques bénéfices en plus. Euh, il y avait des membres qui s'abonnaient, mais c'était peut-être pas vraiment aussi simple que ce qu'on pensait à développer. Ça demandait énormément de ressources pour vraiment développer ça en un business model qui serait équivalent à la publicité. Et on a abandonné l'expérience après, ouais, comme je t'ai dit, 1 ou 2 ans. Euh, mais je pense qu'il faut expérimenter, tu vois. Au moins, on a essayé, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas ce qui marche pour notre cas d'étude. Et je pense que ouais, c'est ce que les médias doivent faire, surtout au démarrage, vraiment essayer un peu Mhm. différentes choses pour se rendre compte de ce qui fonctionne ou pas, quoi. Sur donc ton dernier projet de Science Marketer, côté monétisation, tu veux reproduire le même schéma que sur la biotech ou tu veux développer d'autres angles, d'autres idées? À l'heure actuelle, je sais pas. Je suis vraiment dans une période ouais, d'expérience. Mhm. Euh, Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de créer une audience, de bien identifier l'audience qui s'intéresse à ce type de contenu. Euh, et monétisation, ça viendra par la suite. En fait, il y a quand même une monétisation derrière ça, c'est que je fais du consulting. Mhm. Donc je propose mes services, consulting en marketing pour les boîtes de biotech en général. Donc il y a quand même, tu vois, il y a quand même quelque chose derrière. Si tu veux, aujourd'hui le business model c'est ça, c'est que The Science Marketer, c'est une très bonne vitrine pour montrer mon expérience, pour montrer ce que je sais faire, mes idées, etc. Et ça me rapporte des clients après qui sont intéressés par du consulting. Je sais pas si ça va être le modèle à long terme, je suis pas sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me permet de continuer de maintenir mes revenus et en même temps de pouvoir faire cette activité-là. Donc, pour moi, c'est tout bon et je me mets pas trop de pression parce que je sais que dans les médias, il faut du temps pour démarrer. En général, c'est le plus gros problème pour ceux qui se lancent dans les médias, c'est que c'est super long. Il te faut 2, 3 ans avant que quelque chose vraiment se déclenche. Et j'en suis qu'à 1 an et je sais que c'est pas assez, donc je vais juste continuer et puis on verra. Top. Sur l'autre projet sur lequel tu es consultant, Ouais, qui est Life Sciences Real Estate, toujours en anglais. ouais. Ça, donc, ce sont des gens qui t'ont Alors, contacté via des science marketers, ouais. justement? Ouais. Non, c'était avant, enfin, c'était en parallèle du lancement. Euh, c'est un projet à la base qui était un magazine papier. Mhm. Et ouais, j'ai rencontré le fondateur et ça a très bien collé. En fait, on s'est rendu compte, bah, moi, mon expérience avec la biotech, il y avait énormément d'expériences qu'on pourrait réutiliser dans son projet à lui. Très rapidement, je lui ai montré que le magazine papier à l'heure actuelle, c'est pas la meilleure solution, que il faut passer plutôt au digital. Et en fait, j'ai commencé comme ça, à les aider à passer à une publication plus moderne, avec une priorisation de la newsletter plutôt que d'un PDF envoyé tous les mois, tu vois, par email. Et ça a démarré comme ça. Et en fait, je suis resté en tant que consultant parce que le projet est aussi super intéressant, la niche est intéressante. Euh, En fait, ça parle à tous les investisseurs qui s'intéressent au laboratoire, on va dire. On va généraliser ça, tu vois. Une entreprise
de pharma ou de biotech a besoin d'un laboratoire. Et ça aussi, c'est un modèle vraiment spécifique. Il y a vraiment des spécificités qui sont que dans dans ce genre d'écosystème. Parce que quand tu construis un laboratoire, bah, il faut que tu penses à beaucoup de choses, tu vois, comment tu traites les déchets, comment les laboratoires sont refroidis, etc. Euh, et euh, ça parle de ça, le média, en fait. Ça parle de ces spécificités-là. On va aussi couvrir tous les deals qui se font dans cette industrie. Donc si, je sais pas, il y a une entreprise qui rachète un parc immobilier de laboratoire ou ce genre de choses, on va le traiter. Et ouais, je suis en tant que consultant, donc en fait, je les aide à la fois support technique, support éditorial, et je fais partie de l'équipe un peu de management de ce projet-là. Et pour le coup, là, donc, pareil, je mettrai le lien, comme ça les auditeurs peuvent regarder le site. Il y a un paywall et il Ouais, y a une offre de data également, de données, ouais, où ils vendent de la donnée, des infos sur les deals, sur le c'est marché, ça. etc. C'est ça Ouais, leur donc business model? ouais, le modèle est vraiment différent, c'est du paywall complet quasiment. On, on a une version gratuite depuis quelques mois, mais c'est un accès limité au contenu. Donc tu vois, tu vas recevoir juste 3 deals dans la newsletter au lieu de recevoir 20. Les articles de fond, ils sont bloqués, t'as accès que l'introduction. Et en fait, ici, le constat, c'est que c'est beaucoup plus spécialisé que Mhm. peut l'être la biotech.eu. Dès le départ, l'idée, c'était, OK, la valeur qu'on produit dans ce contenu, elle est très haute. C'est hyper spécifique. Il y a une équipe derrière de chercheurs dans cette industrie-là, chercheurs consultants. Donc tu vois, les personnes qui écrivent le contenu, ils sont aussi assez élevés en termes de niveau. Voilà, le constat c'était ok, c'est du paywall. Et, euh, et en parallèle de construire le média, l'équipe, déjà avant que j'arrive, avait commencé à créer une base de données de tous ces deals. Mhm. Aujourd'hui, il y a 600 transactions dans la base de données. Et si tu veux avoir accès, il faut que tu achètes le niveau le plus élevé de souscription, le premium, pour avoir accès à la base de données. Alors, on parlait tout à l'heure de l'hyper spécialisation des newsletters, parce que ton exemple est vraiment, c'est vraiment fascinant, tu vois, parce que tu parles de la biotech, qui est déjà une thématique en soi, qui est une thématique, tu vois, c'est pas tous les jours qu'on va parler de biotech, enfin, en tout cas, pour le commun des mortels. Pour moi, oui. Ouais, pour toi, c'est différent, effectivement. Euh, Ensuite, tu es passé au marketing pour le biotech, mais pas que, hein. Tu expliquais Ouais. également tout à l'heure plus la science. Et là, on parle d'une publication B2B qui est sur l'immobilier dans le domaine des biotech. Allez, est-ce que la prochaine newsletter que tu vas lancer, ça va être le marketing des boîtes qui font de l'immobilier dans la biotech? Non, Non. là c'est trop spécifique. Ah, ok. Bah, Mais justement, à justement, en quel fait, point? ouais, c'est là qu'il faut reconnaître le truc, c'est que euh, peut-être que pour moi c'est devenu naturel de reconnaître les niches qui sont viables. C'est peut-être un truc d'expérience aussi, mais en fait, Hmm. quand tu commences à creuser, tu te rends rapidement compte que si une niche est viable, en fait, il faut qu'il y ait une audience vraiment existante. Il faut pas que tu essayes de créer une niche qui n'existe pas, ça va jamais fonctionner. Et il faut pas qu'elle soit trop petite. Donc, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que en dessous de 100 000 personnes, c'est pas la peine. Euh, c'est trop niche. En fait, quand, quand j'ai lancé Science Marketer, par exemple, je suis allé sur LinkedIn, j'ai commencé à faire une recherche. En fait, tu peux même utiliser, tu fais comme si tu voulais mettre une pub sur LinkedIn et tu as accès à leurs outils pour voir la Hmm. taille de l'audience quand tu commences à mettre des paramètres. Ok, j'ai mis marketing, communication, biotech, pharma et je suis tombé sur ouais, 100, 200 000 personnes. Et je me suis dit, ok, ouais, c'est bon, let's go. C'est une bonne Euh, astuce, ça. ça C'est fait une un très bon très trick. bonne astuce, ouais. Mais en fait, c'est comme ça, il faut que tu identifies une niche. Il y a d'autres Hmm. solutions. Tu peux chercher par rapport à du SEO. Enfin, j'ai aussi fait ça pour confirmer. Tu utilises un outil de SEO et tu regardes un peu le volume de recherche sur les termes que tu veux couvrir.
et tu confirmes un peu ça. Tu confirmes il y a un volume existant euh, et que c'est pas trop petit. Si, en fait, par exemple, tu vois, moi je me mets 100 000 parce qu'en fait, je me dis, s'il y a 100 000 personnes qui travaillent là-dedans, je peux en convaincre 10 000 de s'abonner à une newsletter. Et 10 000, c'est bon pour une newsletter, tu peux en vivre. Et c'est juste ça, simplement. Euh, et en général, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que si tu identifies 100 000 personnes, c'est certainement qu'il y en a en fait 200 000 qui seraient vraiment intéressés, peut-être 300 000. Donc en fait, une fois que tu es à ce palier-là, c'est bon, tu peux y aller. Et c'est comme ça que je fonctionne. Tu dis que 10 000 c'est suffisant pour en vivre sur une newsletter, mais ça doit dépendre quand même vachement des thématiques, parce que par exemple, imagine tu as une newsletter sur le podcasting, on sait très bien que 99% des podcasteurs, ils font pas d'argent. Enfin, tu vois derrière comment tu vas monétiser ça. Alors que sur la deep tech, sur la biotech, là, tu as des investissements qui se comptent en dizaines, en centaines de millions. Donc, il y Ouais. a quand même beaucoup plus de pognon en jeu, tu vois. Ouais, en fait, Euh, ok, je vais spécifier que 10 000, c'est assez quand tu as une newsletter B2B dans une niche avec de l'argent. Donc, tu vois, une niche euh, qui est tellement spécialisée qu'en fait, ils peuvent pas passer à côté de toi. Typiquement, tu vois, prenons, ou prenons même la biotech, en fait. Notre mhm. liste, elle est pas si grosse, tu vois. On est à 14 000 aujourd'hui. Et on génère énormément de revenus avec la newsletter. Parce que la liste, 10 000, ça paraît pas beaucoup pour d'autres thématiques, mais pour une thématique comme les biotech, c'est une grosse liste. Mhm. Et c'est une liste qui est engagée, on a des bons chiffres d'engagement. Et en fait, ça a une valeur vachement importante. Et tu vas vendre un placement dans ta newsletter, nous, on le vend plusieurs milliers d'euros, tu vois. Une newsletter dans d'autres niches, même B2B, va pas forcément vendre un placement à plusieurs milliers d'euros. Si c'est plusieurs Bien sûr. centaines, ils sont peut-être Mhm. contents déjà. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de ça. Si tu reconnais une niche où il y a cette demande en termes de visibilité qui est tellement forte que ton produit publicitaire, il a une valeur énorme, dans ce cas-là, tu peux en vivre. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais un peu des effets de Google sur le business, Mhm. sur le trafic. Est-ce Ouais. qu'on peut faire un peu un état des lieux? Parce qu'en préparant ce podcast, c'est un discours que j'entends beaucoup, encore une fois, sur les médias B2C. Mais tu avais l'air de dire que finalement, ce que connaissent les médias B2C en ce moment, Mhm. ça se transfère aussi sur le B2B. Est-ce que tu peux nous donner un peu un état des lieux du marché des médias B2B au global? Donc au niveau de Google, en restant sur le sujet Google, Ouais, enfin, toutes les difficultés même peut-être ouais, ouais. que tu constates sur l'édition de médias B2B en ce moment. Ok, je pense il y a deux thématiques du coup. Je vais commencer avec Google, comme ça on traite ça en premier. Euh, il y a des changements d'algorithme de plus en plus fréquents. Et surtout cette année, en fait, ça part dans tous les sens. C'est impossible de contrôler l'impact que ça va avoir sur un média. Typiquement, nous, comme je t'ai dit, on a commencé l'année avec une croissance de trafic vraiment forte. Et c'était lié aussi à une update Google qui a favorisé le contenu plutôt long, bien recherché, avec une expertise qui est claire. Donc, ça nous a certainement favorisé. Bon, à côté de ça, on a aussi fait pas mal d'optimisation, etc. Donc, il y avait un peu en parallèle des choses qu'on a faites, mais ça a fonctionné. Euh, Dernièrement, il y a eu une nouvelle update qui est censée en soi maintenir ce niveau d'expertise, tu vois. Mais pour une raison qui nous échappe totalement, et c'est un constat qui se fait chez d'autres médias B2B aussi, notre trafic est en train de s'effondrer, tu vois. Je peux pas te dire pourquoi, on essaie de Mhm. comprendre, mais ça a plutôt l'air qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense que même Google sait pas vraiment ce qu'ils font actuellement. Il y a des questions aussi d'utilisation de l'IA par Google. Enfin, je pense que c'est assez reconnu par tous les utilisateurs de Google aujourd'hui que faire une recherche sur Google à l'heure actuelle, c'est plus la même qualité que ce qu'il y avait, je sais pas, il y a 5 ans, tu vois. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, franchement, des fois, j'hésite juste
pas du tout aller sur Google Super. et passer par d'autres alternatives parce que les résultats sont juste mauvais, quoi. Et c'est sûrement ce qui est en train de nous impacter. Il y avait vraiment des changements énormes. Et ce que ça nous fait remarquer, c'est qu'en fait, il faut pas dépendre trop de Google. Mhm. C'est pour ça qu'on essaie de prioriser plus notre liste d'emails à l'heure actuelle. Parce que Google, c'est toujours des hauts et des bas. Et dans le passé, ça a été ça, hein. C'est pas la première fois. On a eu des années où, sans comprendre pourquoi, le trafic s'effondrait, d'autres où ça remontait. Ça, c'est un challenge auquel il faut faire face. Et le mieux, c'est un peu de s'en séparer le plus rapidement possible, d'avoir vraiment une liste, une grosse liste d'emails. Au moins, c'est un canal que tu peux contrôler. Et c'est le même constat pour les réseaux sociaux d'ailleurs. Si t'as des médias qui ont été très forts pendant des années sur Twitter et depuis le rachat, tout le monde voit que ouais, c'est en train de tomber en désuétude et il y a plus vraiment d'utilisateurs sur la plateforme. Du coup, si ton trafic était sur cette plateforme, il s'effondre. Ça peut être aussi un changement d'algorithme, etc. Donc, tu vois, toutes les plateformes, il faut les utiliser comme des tremplins. Mais je pense qu'il faut aussi vraiment prioriser son propre canal de distribution et en général, c'est les emails. Donc aujourd'hui, je vais reformuler ma question. Excuse-moi. Tu as mentionné le fait d'avoir construit une marque média. Et c'est vrai que la biotech.eu, tu vois, moi, dès que je suis tombé sur ton site la première fois en faisant des recherches, le lendemain, je me suis dit, ah oui, la biotech.eu, j'ai retapé, tu vois, j'ai retrouvé, donc la marque média était là. Donc j'imagine que pour les gens qui travaillent dans la biotech.eu, c'est pas leur page d'accueil non plus, tu vois, mais j'imagine que c'est quelque chose qu'ils vont consulter en direct. Ils ont pas besoin Ouais, d'aller sur Google pour taper un truc et se dire ah tiens ok je vois la bibliothèque tac je clique donc vous avez j'imagine une répartition entre trafic organique trafic direct newsletter qui est assez saine pour un média ou ouais, historiquement, on avait beaucoup de directs. Je sais pas, ça doit être facilement du 30% pendant ouais, la plupart des années depuis qu'on a commencé. Mais dernièrement, depuis un an ou deux, ouais, 2 ans, on va dire, le trafic Google a vraiment explosé en fait. hmm, Euh, et encore une fois, c'était, je pense, à une époque où Google a priorisé le contenu d'expertise et notre contenu a été reconnu. Donc Google, c'est devenu une grosse partie de notre trafic. Et un peu ouais, peut-être par habitude, tu joues un peu le jeu aussi. Si tu vois que Google, il te met en avant, ok, t'essayes de faire un peu du contenu qui va dans leur sens. Et tu te retrouves avec une proportion beaucoup plus importante de trafic organique de Google par rapport au reste. Euh, donc ouais, c'est un peu un piège. On a toujours bien sûr du contenu direct fort. Il y a des personnes, ils vont, comme tu dis, tous les jours, ils vont aller checker le site pour lire le nouvel article. Euh, une des recherches les plus fortes sur Google, c'est la biotech.eu. C'est un ça truc veut tout typique. dire. Ouais, enfin, tu vois, c'est ça aussi. Donc ouais, ça, on a la chance, on a construit une marque forte, un nom assez facile à reconnaître, même à l'international. On a gardé le là un peu à la française, donc Mhm. ça nous a toujours rappelé les origines. Euh, donc ouais, c'est fort, mais aujourd'hui, je pense qu'on va essayer justement de retourner un peu plus dans ce côté direct et newsletter et le mettre en priorité. Quand on s'est appelé pour préparer cet épisode euh, tu faisais le constat que on vivait effectivement dans les médias une période difficile, mais que paradoxalement, ça n'a jamais été aussi simple de lancer un média. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer un peu ta pensée? ouais. En fait, ça répond aussi à la question qu'on n'a pas répondu juste avant sur les challenges. C'est que aujourd'hui, le marché des médias, il est assez difficile. C'est lié à beaucoup de choses, hein. Ça peut être lié aussi à la consommation, la façon dont on consomme le contenu aujourd'hui. On a très peu d'attention. Donc, tu vois, c'est dur pour un média d'attirer l'attention. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train aussi de remplacer une certaine partie des médias, les réseaux sociaux aussi qui prennent une grosse place. Donc c'est pas évident de se démarquer, d'avoir un business model qui soutient une entreprise et une activité, mais en même temps,
tu peux juste lancer un Substack et voilà, t'es un média, tu vois. Donc n'importe qui avec une expérience un peu particulière ou même un intérêt fort peut juste te dire, bah ok, j'ouvre un Substack demain, je commence à écrire, et si tu fais ça pendant 2 3 ans, il y a des chances que tu te retrouves avec une liste assez conséquente. Alors après, ce que tu en fais, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc dès qu'on rentre dans la monétisation, là, ça devient compliqué. Mhm. Je pense que c'est vraiment ça que je vois, c'est que démarrer, aujourd'hui, c'est vraiment simple. T'as pas besoin t'as pas besoin de développeurs, t'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu vas sur un site qui est tout prêt, et t'as d'autres solutions, t'as Ghost, Beehive, ce genre de trucs. Tu te fais un compte, tu commences à écrire, c'est publié. Et l'important, c'est que tu continues de publier. Mais là où ça devient compliqué, c'est bah, est-ce que tu vas réussir à le monétiser? Quel type de monétisation tu vas utiliser? Est-ce que ton audience est assez grosse pour le type de business model que tu veux lancer, etc. Donc là, ça commence à devenir compliqué à cette étape-là. Et après, bah voilà, faire un business à partir de ça, c'est pas évident. Euh, je pense que j'en sais quelque chose, mais c'est aussi passionnant. Donc, ouais, j'invite tous ceux qui sont passionnés par ce genre de projet à se lancer. Je pense que c'est peut-être même le plus dur à la base d'avoir la confiance de se lancer Mhm. et de maintenir une cadence de publication régulière en fait. Faites ça sans vous poser de questions pendant 2 3 ans et après, il y a des chances que ça ouvre de grosses opportunités. Transition parfaite sur la dernière partie du podcast. Comment lancer et scaler une newsletter B2B ou un média? Je sais pas trop parce que Ouais, du coup, pour moi c'est la même chose. Ouais. Ouais, ok. Euh, Sélection de la thématique, finalement, on en a un peu parlé, Ouais. mais les bonnes thématiques versus les thématiques à éviter. Est-ce que tu as peut-être quelques cas d'école ou des choses que tu as vu passer ou des remarques que tu t'es faites à travers les années où tu te dis ah ça cette thématique ça paraît être une bonne idée mais pour X raisons ça ne l'est pas. Euh, Bah, en fait, pas vraiment parce que j'ai l'impression que tellement d'idées peuvent fonctionner. Tu vois. Je vois aussi énormément d'exemples tout le temps sur des trucs. Je me dis, mais qui va lire ça? Et en fait, c'est un business qui fait des millions de dollars par an. Tu vois. Euh, donc, non, je pense qu'il y a énormément de thématiques qui fonctionnent. Moi, je suis ingénieur à la base, donc dès que c'est une thématique un peu technique où t'as un background dans cette thématique, je me dis, ouais, ok, vas-y, quoi. Enfin, il y a pas mal de personnes qui me contactent aussi un peu avec des projets en démarrage et ils me demandent un peu des conseils. Et quand c'est ce genre de projet où je vois, ok, c'est un ingénieur, peu importe en quoi, un ingénieur dans les fusées, j'en sais rien, qui veut lancer une newsletter et qui a vraiment une expertise unique, ben je dis, ouais, vas-y, quoi. Enfin, juste écris, te pose pas de questions et tu vas développer quelque chose au fur et à mesure. Donc je pense que tout ce qui est un peu niche technique, en général, c'est assez safe parce qu'il y a une demande. Faut pas que ce soit trop niche non plus. Ça, j'ai vu des cas, ok, si tu veux des exemples qui fonctionnent pas, j'en ai vu certains, plutôt dans les biotech où le média va vraiment essayer de couvrir genre un type de molécule. Mhm. Ça, franchement, ça marche pas. Et la niche est trop petite. Il faut que tu élargisses un peu et qu'il y ait un peu une technologie facilement reconnaissable, on va dire, par une audience. Euh, mais voilà, à partir de ce moment-là, je pense une fois que la niche est identifiée et en utilisant les techniques, comme je t'ai dit, avec LinkedIn, avec du SEO, je pense que tout peut fonctionner. Ça c'est très côté audience. Ouais, Tu valides effectivement que tu as une audience, etc., qui va lire ta newsletter, qui va l'ouvrir, qui va la partager. Mais tu peux avoir une très très grosse audience et derrière, personne veut ouais, ok. qui est pas monétisable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est vrai. Ouais, j'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais c'est vrai que j'en ai vu, j'arrive plus trop à me souvenir des thématiques en particulier. Euh, mais ouais, en général, si tu as une grosse audience et que tu n'arrives pas à le monétiser, c'est peut-être aussi un problème du business model, de pas avoir trouvé le bon modèle. Mhm. Bah, peut-être que, je sais pas, il faut mettre un paywall ou, tu vois,
en général, quand tu as ce genre de problème, je pense, c'est que c'est des médias qui sont un peu entre deux. Ils essayent un peu, peut-être de faire du paywall et en même temps de faire de la pub, mais ils vont pas à fond dans un des deux. Et du coup, Mhm. il y a quelque part où t'as un goulot d'étranglement qui fonctionne pas peut-être dans le nombre de ressources qu'ils ont, etc. Euh, mais c'est toujours lié à une audience. Enfin, je pense que si tu arrives à accumuler une grosse audience, tu dois réussir à faire quelque chose. Ça veut pas dire que tu vas réussir forcément à en vivre. Là, c'est peut-être aussi où il y a la nuance. Mhm. Ah, peut-être que ça va rester un business, tu vois, side business pendant longtemps. Mais tu peux certainement en faire, je sais pas, la moitié d'un SMIC ou un truc du genre. Si Mhm. il y a toujours de l'intérêt dans le B2B. Si tu as réussi à créer une audience dans le B2B, ça veut dire t'as identifié une cible qui est adressable par des publicitaires. C'est forcément le cas. Ah, donc au moins ce modèle-là peut fonctionner. Après, effectivement, ça veut pas dire que tu vas en faire énormément d'argent. Mhm. Quand on reprend ton exemple de science marketer où tu as dit de manière très transparente que pour l'instant tu sais pas trop justement le business model, dans quel sens tu veux aller, etc. Je pense qu'au-delà de vouloir monétiser à tout prix, il y a aussi ce côté où quand tu fournis au monde extérieur ta connaissance sur une thématique en particulier, Ouais, ah, c'est incroyable les contacts que tu vas te faire. Et ouais, ce ouais, contact, et c'est pas, il n'y a, pas de roadmap exact. Tu dis, ah oui, donc mois un je publie, mois 2 je vais avoir un contact, mois 3 je vais être ouais, embarqué dans un projet. Mais en fait, tu te rends compte que, à ma petite échelle sur le podcast, ça fait quoi, 4 mois. Et j'ai des contacts comme ça qui viennent, on se ouais. rend, on discute, etc. Et tu sais jamais où ça peut mener, en fait. Et ça commence vraiment à 6 mois en fait. Ok. C'est le truc que je me suis rendu compte, c'est assez constant. Donc attends un peu, tu vas voir. À Mhm. 6 mois, ça commence à se déclencher que le nombre de contacts est exponentiel. Ok. Et Intéressant. surtout le nombre de personnes qui juste ils te contactent pour te dire merci, mais genre rien d'autre, tu Mhm. vois, genre ah merci. Mhm. Et Ah, là, c'est là où, c'est... en fait, moi, c'est un signal. Et c'était le cas sur The Science Marketer. Je me suis dit, ouais, ok, c'est bon, je peux continuer au moins toute l'année. Les premiers 6 mois, c'est un peu, ouais, t'as quelques contacts, etc. Tu peux un peu aller chercher aussi toi-même les contacts et t'as une crédibilité, donc ça fonctionne. Mais en général, autour de 6 mois, c'est là où je me rends compte, si c'est une idée qui fonctionne, les personnes viennent juste vers toi et te disent, Mhm. bah, continue. Tu vois, tu as des encouragements en fait. Ouais. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être par email. Et il faut être attentif à ce signal parce que ça te montre que tu as identifié une bonne niche. Donc ça, c'est vachement important. Intéressant. On a beaucoup entendu parler de newsletters qui ont grossi à toute vitesse en utilisant de l'acquisition payante, notamment Mhm. avec Facebook. Je pense à The Hustle, dont on a Ouais, parlé, qui à l'époque avait utilisé massivement du budget sur Facebook Ads. Une autre newsletter Crypto Web 3 de Milk Road qui a été revendue en moins d'un an d'existence parce qu'ils avaient des centaines de milliers d'abonnés sur la niche crypto. mhm. Enfin, pour des exemples, il y en a plein. Sur la biotech, est-ce que vous avez déjà testé de l'acquisition payante pour grossir votre base? Alors vraiment des très très petits budgets et on n'a jamais vraiment investi dedans. Tu vois, c'est genre tu vois, 1000, 2000 € pour faire des tests, mais ça n'a jamais été la stratégie. Euh, Ça veut pas dire que ça marcherait pas. Mhm. Je pense aussi qu'il y a vraiment un facteur d'accélération quand tu fais de l'acquisition payante. Et si tu regardes en général les grosses newsletters à l'heure actuelle ou les gros médias, il y a un moment dans leur développement où ils ont commencé à scale up le côté payant. Je pense que c'est très bien si tu veux ouais, atteindre des gros chiffres et que tu as le budget pour le faire. Donc il faut expérimenter avec ça. Je dirais pas dès le départ. D'abord un peu valider l'audience en premier, valider un peu tout ce dont on a parlé, les signaux, les signaux que la niche est existante et a un potentiel. Et après, quand la croissance organique peut-être est limitée ou est assez stable, bah, pourquoi pas essayer du paid advertising en même temps, quoi. Je pense aussi qu'il y a
difficile à mesurer ce que je vais dire, mais je pense aussi qu'il y a une différence de qualité, entre guillemets, entre l'acquisition organique d'une personne qui est venue vers toi, Mm. encore une fois de manière organique, versus une personne qui il est en train de scroller sur son Facebook ou sur son LinkedIn, il voit une pub, elle est bien faite, il clique, oh pourquoi pas, oui ça peut potentiellement m'intéresser. Bon après tu as des mécanismes de double opt-in, tu peux cleaner ta liste, etc. Ouais, Mais toutes ces newsletters qui croient de manière exponentielle en utilisant la publicité, c'est surtout, en fait, c'est des boîtes d'arbitrage. Ils ont compris que, ok, je mets 1 euro pour avoir un utilisateur. Derrière cet utilisateur, je peux le monétiser 2 euros avec mon ouais. CPM, etc. Et derrière, ils font de la masse, mais je sais pas si. Mais c'est ça, en fait, c'est purement de la masse. C'est juste du calcul. Euh, et, et en général, c'est des médias ils vont scale up rapidement. Et peut-être qu'ils vont, comme tu l'as dit avec l'exemple de la newsletter crypto, ils vont faire une exit ou il y a je pense qu'il y a des préoccupations plus financières dans ce genre de business que vraiment de faire du contenu de qualité. Bon, il y a des contre-exemples, hein. Il y a des exemples Bien où sûr. des médias font énormément de qualité et font du paid à côté, ça Mhm. c'est vrai aussi. Mais peut-être un truc intéressant à mettre en parallèle à ça, c'est ce qui se passe avec Substack aujourd'hui. Substack depuis, ça fait un moment, ça fait peut-être un an, qui propose cet outil de recommandation. Quand tu t'inscris à une newsletter, tout de suite, tu as un pop-up qui va dire, OK, bah, inscrivez-vous à ces newsletters-là. Et c'est déjà coché, en fait. Donc, si tu te rends pas compte, tu appuies juste sur le bouton, tu es inscrit à 10 newsletters d'un coup. Euh, ce que ça leur permet, c'est qu'en fait, toutes leurs newsletters grossissent très rapidement. Enfin, toutes leurs newsletters. Les newsletters les plus influentes ont encore plus de croissance. Et t'as des newsletters du coup, qui étaient déjà sur Substack, qui se rendent compte, bah, OK, on passe de 50 000 à 100 000 en un an, grâce à cet outil, c'est génial. Et toutes les petites newsletters, du coup, se disent, ah, c'est génial, du coup, on va chez Substack. Le truc, c'est que, en regardant de plus près ces utilisateurs, ils ils ont un engagement très bas. Mhm. Il y a quelqu'un un journaliste, Casey Newton, qui est un journaliste dans la Silicon Valley, qui publie le média Platformer, qui était sur Substack pendant très longtemps et qui était un des plus gros sur Substack pendant très longtemps et qui a décidé de passer chez Ghost. Bon, c'était pour d'autres problèmes qui sont liés au contenu nazi sur Substack. Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Mais en fait, récemment, il a fait un nouveau post qui analyse un peu bah, ce changement dès qu'il a quitté Substack, sa croissance a réduit. Mais en fait, il s'est rendu compte que les personnes qui maintenant s'inscrivent sur sa newsletter sont beaucoup plus engagées parce qu'ils Mhm. viennent pas de cet outil de recommandation. Ils viennent vraiment parce qu'ils veulent s'inscrire à sa newsletter et pas à une autre newsletter qui aurait été recommandée, ouais, qui aurait recommandé la sienne. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est vachement similaire à ce côté paid. Si tu payes de la promotion, forcément ton engagement il va être plus bas. Et dans ce cas-là, ouais, il faut se Mhm. poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en tant que média? Dans certains cas de figure, oui, et dans d'autres, je pense il faut y réfléchir. Cette fonctionnalité de Substack, c'est par défaut, tu peux pas opt-out quand tu Euh, je pense que tu peux, mais beaucoup l'utilisent. Ouais. Ça doit être un peu caché là où tu peux dire non, j'ai pas envie Ouais. de. Parce que Il y a vraiment du eux, contenu leur but. intéressant. Ouais. Là, je te conseille Platformer, ce média est intéressant Ok. et traite pas mal des médias aussi. Mhm. Traite de la tech en général, mais les médias, c'est aussi une question intéressante, donc tu peux jeter un œil. Super, je regarderai. Effectivement, tu as parlé un peu de tech, donc de Substack, de Beehive, de Ghost et de Mailchimp. Vous, vous êtes toujours sur Mailchimp avec la biotech? La biotech, c'est toujours du Mailchimp et Ouais. WordPress, donc à l'ancienne. Sur The Science Marketer, c'est un site Ghost, Mhm. bah parce que ouais, je suis tout seul, c'est un projet plus perso, j'ai pas envie de me casser la tête avec WordPress. Donc je me suis dit, ok, j'adore Ghost depuis longtemps, c'est Ouais. une entreprise que j'ai suivie depuis le démarrage. Et bah, je voulais simplement utiliser ça. C'est une très bonne solution. Ça me fait à la fois ma newsletter, mon site web.
Sur le projet Life Sciences Real Estate, c'est aussi ce qu'on utilise. Et ça fonctionne très bien. Sur ce site, il y a même un paywall, du coup, ça fonctionne Mhm. aussi très bien. Donc ouais, je recommande fortement ceux qui veulent se lancer dans les médias, c'est une très bonne plateforme. On m'a contacté quand j'ai lancé Media Moula, une personne qui s'appelle Jérémy, qui a une agence de web développement à Londres et qui est fan de Ghost. Il m'a dit je te fais ton Ghost pendant un an, je te le gère, etc. Si ça te plaît pas, on se serre la main après un an et on se dit au revoir, etc. Et moi, habitué de WordPress, un peu fainéant et tout, je me suis dit non, j'ai pas envie de changer. Il m'a recontacté, j'ai dit allez go. Et franchement, Ghost, c'est génial. Ah, c'est Parce qu'en génial. fait, c'est tellement. T'as pas tout le. T'as pas autant de fonctionnalités que sur WordPress par défaut. Ouais, c'est pas une usine à gaz, tu vois. Ah C'est en ouais, mode, ok, c'est t'as ce que t'as clean. besoin, c'est clean. Exactement. Ouais, Et c'est tellement rapide, c'est tellement agréable. Tu peux configurer très très facilement ta news, très facilement si ouais. tu veux mettre différents niveaux de paywall aussi. Tu peux faire différents types d'abonnements, etc. Et c'est vrai que Hmm. franchement, alors je vois de plus en plus de médias l'utiliser, et c'est pas encore trop développé. Je pense dans le milieu des médias maintenant, c'est très reconnu Mhm, comme vraiment solution entre WordPress et Substack en gros. Euh, et ce qui est bien, c'est que si tu veux customiser ton site dans les moindres détails, tu peux le faire aussi. T'es pas mhm. obligé, mais tu peux. Tu as toujours l'accès, tu peux changer le code de ton thème, etc. Donc t'as la puissance de WordPress si tu veux, mais si tu veux pas, tu peux lui juste l'utiliser Mhm. en tant qu'utilisateur non codeur, on va dire. Et ça, je pense, que c'est une force de cette plateforme. Avant de passer aux questions de fin, on reste un peu dans la thématique de comment lancer et scaler une newsletter B2B. Est-ce qu'aujourd'hui, soit sur la biotech, soit sur tes autres projets, Science Marketer et Life Science Real Estate, est-ce que vous utilisez l'IA dans des process pour l'édito, pour la vente des articles sponsorisés, pour la curation de contenu? Alors, la politique qu'on a, c'est que bon, il n'y a pas de contenu généré par IA. Mhm. Ça, j'y crois pas du tout de vraiment générer du contenu entièrement par IA. Je pense que c'est une qualité qui est pas à la hauteur et qui est reconnaissable en plus en général comme de l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas et je pense qu'on fera jamais. Mais après, chaque journaliste peut utiliser certaines fonctions de l'IA. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, peut-être corriger un peu la grammaire de leur article avant de l'envoyer à l'éditeur, typiquement ce genre de choses. Juste faire, tu vois, une petite passe avant de l'envoyer à l'éditeur. Il y a toujours un éditeur humain quand même, ou du travail d'assistance peut-être dans le brainstorming. Moi, j'utilise aussi comme ça en général quand je suis un peu bloqué. Je sais pas, j'ai pas les idées forcément claires ou j'ai personne à qui parler pour débloquer un peu les idées. Je vais peut-être utiliser ça. En général, c'est pas forcément des bonnes idées, mais ça débloque juste en fait. Ça, Ok. ça te fait venir à tes propres idées à toi, et c'est ça que j'aime bien. Et après, ouais, moi c'est ça en gros, c'est un peu de brainstorming et de l'édition un peu quand j'ai besoin. Surtout sur The Science Marketer, j'ai pas d'éditeur, je suis tout seul, donc je fais un peu d'édition, tu vois, pour corriger la grammaire, corriger les typos, les trucs comme ça. Est-ce que tu as un dernier conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le monde des médias B2B? Bah, de commencer, Tout c'est simplement. c'est le plus dur. Non, de commencer, vraiment de se donner juste un objectif, c'est de publier toutes les semaines, disons, ou peut-être toutes les 2 semaines, mais juste de le faire, de trouver le moyen de rester consistant et de pas se poser d'autres questions. Juste trouver un projet qui vous passionne et commencer à écrire à propos de ça, peu importe ce que c'est. Et je pense que c'est déjà ouais, une grosse partie du travail qui est faite. Top. Donc on a bien compris que il y a un premier stade à 6 mois où les gens vont commencer à te remercier. C'est ça. Des milliers d'emails de fans qui vont arriver dans ta boîte. Ouais, peut-être pas, mais quelques-uns. Au bout d'un an, ça commence, il y a une certaine traction, mais si tu veux Ouais, vraiment construire un truc sérieux dans le monde des médias, faut 2-3 ans, quoi. ouais, je pense, ouais.
Et ça, Il y tu a l'as toujours, vu. enfin, je l'ai vu pas forcément que chez moi. Enfin, Mhm, c'est un peu ce que j'ai eu comme expérience plusieurs fois. Mais je l'ai vu aussi beaucoup chez d'autres entrepreneurs dans les médias, d'autres personnes qui sont venues vers moi aussi sur ce qu'on lit en général dans les médias comme le tien d'ailleurs. mhm, Donc je pense que c'est vraiment un constat qui est accepté. Bon, ça se peut que il y a un cas particulier où c'est pas le cas. Quelqu'un qui va avoir de la chance, en quelques mois ça explose. Mais je pense sinon pour le commun des mortels, c'est ouais, 2-3 ans d'attente. mhm. Mais ça vaut le coup parce qu'une fois qu'on a, enfin, ça vaut le coup. Disons que le plus important depuis que je travaille dans les médias, moi, c'est vraiment la construction d'une marque forte. Ouais, Euh, c'est aussi important côté annonceur que côté lecteur. Et la marque, ça va pas te, alors, ça va pas te permettre de traverser les tempêtes tranquillou et de te dire, ok, mon business n'est pas à risque. Mais disons que tu dors un peu mieux la nuit en ouais, sachant que tu as une marque qui est reconnue, que les gens vont avoir le réflexe de venir vers ton média, tu es l'autorité de ton secteur, tu as une équipe sérieuse, du contenu qualitatif, etc. Et pour les annonceurs, c'est tellement plus simple de vendre de la publicité ou de vendre tes services ouais, si tu es reconnu en fait comme une marque établie dans ton secteur. Donc, et c'est pas, il y a pas de playbook, je trouve, de construction d'une marque média. C'est vraiment ce que tu dis, c'est la consistance, la régularité, l'attention aux détails dans ton édito, pas utiliser l'IA par exemple pour l'instant en tout cas qui délivre pas des résultats assez convaincants. Mais toi, tu t'as dit jamais, on dit qu'il faut jamais dire jamais. Sur l'IA, je reviens juste. Tu penses que même dans un an, 2 ans, 3 ans, il n'y aura pas un truc, des médias 100% IA qui feront du contenu incroyable il faudra qu'il soit assisté par des humains. Mhm, Le côté écriture, oui. Enfin, même à l'heure actuelle, ce qui est écrit par de l'IA, ça peut être très bon en termes de qualité d'écriture, mais t'as pas le fond. En fait, l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller chercher un contenu existant, essayer de le remâcher dans tous les sens et d'en faire quelque chose qui a l'air humain. Mais tu auras toujours besoin surtout dans les médias, je sais pas, d'un journaliste qui va chercher l'info, tu vois. mhm. Euh, et ça, ouais, l'IA peut pas forcément le faire. T'auras toujours besoin d'un côté humain pour la créativité et un peu l'analyse. Mhm. Donc oui, il y a sûrement déjà à l'heure actuelle des médias qui utilisent fortement l'IA et qui peut-être produisent du contenu intéressant. Mais je pense qu'il y a besoin d'un humain aussi en copilote. Je t'enverrai le lien, et je le mettrai en description, d'une boîte, je crois que c'est des Anglais, qui s'appelle Trending Now. Mhm. Et ils font un peu le industry dive, donc plein de Ouais. thématiques, mais des thématiques de partout, mais c'est que de la newsletter IA. Tu connais? Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais. Et en fait, Ouais, en tombant sur leur pitch sur LinkedIn, je me suis dit, ah, c'est formidable, je vais aller voir et tout. Et franchement, enfin, bon, je suis sûr qu'ils font un travail remarquable et tout, mais tu- je me demande vraiment qui. Et c'est incroyable parce que je crois qu'ils ont 1 million d'abonnés à travers toute leur verticale. Donc c'est ouais. énorme. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus dans un jeu de dire ok, on prend un média, on saupoudre un peu d'IA pour attirer des investisseurs, tu vois, de Mais l'intérêt. ils font de la curation en fait. Ouais, Parce que c'est que de la typiquement, curation. ils ont une verticale biotech et ils reprennent par exemple nos articles à nous. Ok. Donc c'est beaucoup de curation. Je sais pas ce que fait l'IA exactement, si ouais, je sais pas, ils remâchent un peu ou c'est peut-être la newsletter qui est générée par IA certainement. Je crois que c'est tout le process. Faudrait que je fasse des recherches parce que c'est vraiment super intéressant. Ouais, Euh, mais derrière, c'est vrai que enfin, c'est un peu, c'est un peu ouais, un agrégateur. Donc le fait que ça soit distribué via newsletter, finalement, pourquoi pas avoir juste une espèce de homepage où tu as tout ton feed d'articles, un peu comme Feedly ou tu vois, des choses comme ouais, ça. ouais. Mais enfin, en tout cas, s'ils sont à ce niveau d'abonnés, ah bon, il faut serait certainement de l'acquisition payante, mais en tout cas, ils ont capté un truc que d'autres n'ont pas capté. Donc j'aimerais beaucoup creuser
Ouais. ce média, elle est Ouais, c'est vraiment top ce intéressant. qu'ils font. Je pense là, c'est vraiment dans des questions c'est du média de masse, un peu Mhm. comme on disait que leur problématique à eux, c'est de faire de l'argent. Hmm. Il y a vraiment aucune question créative derrière ça. C'est OK, on fait de l'argent avec de l'IA. Euh, la façon dont ils font, je sais pas exactement, mais ouais, effectivement, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Est-ce que toi, pour un média comme la biotech, quelque part, ça te saoule un peu que des sites comme ça puissent réutiliser ton contenu en curation, ou au contraire, tu te dis, bon, bah, c'est tout bénef parce que moi, ils m'envoient Ouais, du trafic? ouais, c'est ça. Enfin, s'ils nous envoient du trafic, tant qu'il y a une accréditation du contenu Mhm. claire, que tu vois, ils copient pas le contenu, y a pas de souci. Enfin, tout le monde peut relier à notre site. Enfin, je pense que c'est ça qui est intéressant sur Internet. Après, je pense pas que ça nous empêche de vivre aussi. Et l'un va pas sans l'autre. Enfin, quelqu'un qui Mhm. s'abonne à ce genre de newsletter, je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui viendrait s'abonner chez nous de toute façon. C'est peut-être D'accord. un peu tu vois, des besoins un peu différents Mhm. et je suis même pas sûr qu'ils ouvrent ce type de newsletter. Enfin, c'est aussi une autre Mhm. question. Est-ce que l'open rate est intéressant? Je suis pas sûr. Mhm. Mhm. Parce que j'ai vu aussi des exemples de médias qui vont acheter des listes Mhm. et qui vont les utiliser dans leur newsletter et enfin, leur taux d'open, c'est du 5% ou 3%, tu vois. Enfin, c'est pas intéressant. Donc, c'est aussi comment tu construis ton business, quoi. Je pense que c'est pas une bonne base pour un média. Ouais, et puis aller voir un annonceur avec un open rate de moins de 5%, je pense qu'il se pose des Ouais. questions. Bon, après, ça dépend peut-être des annonceurs. Si c'est 5% sur des millions d'inscrits, à la limite. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est de la programmatique en général qu'ils utilisent, donc Ouais. t'as même plus besoin d'aller voir l'annonceur. Mm, mm, mm. Tu mets de la programmatique sur ton site. Maintenant, par newsletter, c'est aussi possible. Donc, Ok. ouais. Même sur C'est du B2B, vraiment, tu peux faire de la programmatique dans des ouais, bien newsletters? sûr. Ok. Enfin, sur ce genre de volume, ils vont chercher dans le volume. Donc, Hmm. je pense que c'est pas des questions qui se posent sur quel publicitaire on a besoin d'aller voir. Ouais, automatique. Ouais. Cool. On passe aux questions de fin, t'as encore 5 minutes? Ah ouais, ouais, je crois que c'était fini. Ouais, quasiment, quasiment. Quel est l'outil ou le service que tu rêves d'avoir pour ton boulot et qui n'existe pas encore? C'est une bonne question. Un CMS encore mieux que Ghost. Ok. Ils Ouais, innovent pas mal quand même, Ghost. Ils non, ils innovent proposent quand beaucoup, même ouais. beaucoup de... Ok. Donc peut-être la version de Ghost dans 5 ans. C'est ça que j'ai Ok. envie de Ouais, voir. je suis pressé de voir ce qu'ils vont sortir. Effectivement, c'est très puissant, Ghost. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus? Et on va recadrer forcément dans l'univers du média B2B en ce moment. Qu'est-ce qui t'excite le plus le matin Euh, quand tu te lèves et tu te dis, ah tiens, non, mais c'est vraiment de voir un peu toutes ces petites newsletters indépendantes qui se développent. Bah, typiquement parce que c'est ce que je fais aussi. mhm, Bah, j'adore voir ces exemples, en fait, tomber sur des niches où je me dis, waouh, c'est incroyable ce qu'ils font. Même si j'y comprends rien, je vois un peu mhm. le business derrière et ouais, j'adore ça. Et je trouve que les outils de création de médias soient plus accessibles aujourd'hui, que c'est vraiment intéressant. Tu penses pas qu'il peut y avoir peut-être pas une bulle, mais un peu un burn-out du lecteur face au nombre de newsletters qui se créent? Parce qu'aujourd'hui, tu Ouais, peux très facilement t'inscrire à ouais. centaines de newsletters. C'est déjà le cas, hein. Je crois il y a pas mal d'études là-dessus, il y a quand même une fatigue par rapport aux newsletters. Mais encore une fois, je pense que en fait les gens vont peut-être se désabonner ou ne plus être intéressés par certaines newsletters et les ignorer complètement. Hmm, Et en fait s'abonner à de nouvelles et ça va accrocher, tu vois. Et là ils vont rester. Et je pense que le secret c'est vraiment juste de proposer une valeur qui parle à un certain type de personnes. Et il y aura toujours une audience qui s'intéresse. Enfin, du moment que tu trouves une niche avec une audience claire et un peu un côté inédit sur ce que tu proposes, je pense qu'il y a, il y a, il y a de quoi faire. mhm.
au contraire de la question précédente, quelles sont les tendances qui t'interrogent le plus, ou qui t'inquiètent dans l'univers des médias B2B? Bon bah ouais, l'utilisation de l'IA, je pense que c'est quand même inquiétant pour tout le monde. Pas forcément pour produire du contenu, mais plutôt où la direction dans laquelle va l'IA, tu vois, parce que on commence à atteindre un niveau où l'IA est entraînée par l'IA. Mhm. En fait, t'as comme une masse de contenu d'IA qui est en train de se répandre sur le web, qui est réutilisé pour entraîner l'IA. Et vu que c'est un tas de garbage, de poubelles, c'est ce qui c'est la source de la prochaine version de l'IA, on va dire. Et en fait, t'as pas mal de théories comme ça qu'en fait, on est juste en train de pourrir l'IA complètement, et que bah à terme, ça va juste ouais, un peu boucher l'internet et juste créer du contenu mauvais partout. Et Google va continuer de le faire remonter dans les résultats de recherche, ce qui se passe déjà à l'heure actuelle. Donc c'est un peu inquiétant, je pense, pour tous ceux qui sont dans les médias. Je sais pas où ça va aller, par contre, et j'essaie de pas trop m'en inquiéter non plus. J'essaie de faire mon Mhm. truc. Je pense que c'est le plus important, juste faire quelque chose qui propose de la valeur, se Mhm. concentrer là-dessus, et voilà. Le reste, c'est en dehors de mon contrôle. J'hésitais à te poser la prochaine question. Alors, quel est selon toi le futur des médias digitaux? Parce que j'ai l'impression que toi, tu crois vraiment aux créateurs indépendants, Ouais, très nichés, très authentiques, avec la limite la tête du mec ouais, derrière la newsletter mise en avant, etc. C'est tout ce qu'on appelle la creator economy. Ça, exactement. Ouais. c'est. Ouais. Ouais, non, j'y crois totalement. Je pense que il y aura bien sûr toujours des gros médias, et peut-être certains gros médias qui seront fondés par cette génération d'indépendants. Parce que c'est, je pense que le consommateur a besoin, comme tu as dit, d'authenticité et de quelque chose de reconnaissable. Donc, soit une personne, soit une marque forte. Donc, tu vois, The New York Times, ils ont pas de problème à se faire. Ça va rester, c'est pas une question. Et après, l'autre côté de l'IA, c'est que avec tellement de contenu produit par l'IA, bah, les personnes commencent à le reconnaître. Mhm. Et en fait, quand tu vois un humain, tu dis, ah, fou, ça, c'est, il y a un humain, je peux m'associer à ça. Et en fait, ça devient beaucoup plus intéressant. Typiquement, on a arrêté d'utiliser des images générées par l'IA sur la bibliothèque.eu parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui voyaient nos images, ils pensaient qu'on écrivait nos articles avec de l'IA. Alors que c'est pas du tout le cas. On a juste on a décidé d'économiser un peu, tu vois, sur les licences d'images. On a arrêté d'utiliser des stock images. Et on s'est Mhm. dit, OK, on utilise de l'IA, c'est moins cher, on peut faire un peu des idées un peu folles. Donc on avait des images cool. Et on a fait un survey, on s'est rendu compte, waouh, catastrophe, là, 60% pensent qu'on écrit avec de l'IA. C'est dingue. Du coup, on a arrêté, tu vois. Donc C'est ça, c'est super vraiment intéressant. ouais, c'est des choses auxquelles je fais vraiment attention maintenant. C'est, t'as besoin d'authenticité, il faut faire attention à ce que tu montres. Mhm. Et même les images générées par email, par l'IA, il faut faire attention. Ça, c'est une super astuce. Effectivement, enfin, astuce, c'est un super feedback. J'y avais jamais pensé. Ouais, c'est la première fois que je l'entends, donc ouais, mais ça a beaucoup de sens, très pertinent. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus en France ou à l'étranger? Bon, bah, on a parlé de Innovation Dive. Je pense que c'est ouais, vraiment un des cas d'études récents les plus intéressants. Euh, en France, il y a des groupes intéressants aussi. Il y a une boîte qui s'appelle Mind, M-I-N-D, Ouais. et qui fait des verticales, peut-être que tu connais, Mhm. que j'ai toujours trouvé aussi super intéressant parce qu'ils font des verticales avec un paywall en B2B, des trucs genre fintech, banking, etc. J'ai rencontré déjà le fondateur et ouais, c'est super intéressant d'avoir vu comment ils ont développé ça. Et puis ouais, non, après il y a plein d'exemples. Enfin, je pense qu'il y en a trop pour pour que j'ai des exemples en tête maintenant. Euh, mais j'aime beaucoup ce genre
de boîtes qui réussissent à faire des verticales dans le B2B. Je trouve ça toujours assez passionnant de voir comment ils se développent. Prochaine question également, j'hésite à te la poser, mais on ne sait jamais. Peut-être que tu as une passion secrète parce que c'est quel est le business média que tu rêves de lancer? Mais peut-être que c'était The Science Marketer, ou alors est-ce que tu te dis, tiens, j'ai une passion et plus sur le B2C, un sport, une activité. Ouais, ça c'est toujours un problème que j'ai à régler, c'est que j'ai pas mal de passion. J'adore l'histoire, typiquement Ok. histoire, géographie, ce genre de choses. Et je dois me retenir de pas lancer, Ok. pas lancer d'autres trucs, tu vois, pas lancer une chaîne YouTube, pas lancer un podcast, Hmm. pas lancer ce genre de trucs. Euh, c'est plus une frustration. Euh, mais ouais, bon. Un jour, peut-être que je lancerai un projet plus personnel, j'espère. Pour l'instant, j'essaie de rester concentré Bien sûr. sur B2B et ce que j'ai déjà lancé et d'essayer de garder une certaine ligne rouge entre, tu vois, mon projet précédent, ce projet que je suis en train de Ouais, faire, pour garder ce qui a été déjà, ce qui est déjà créé, mon réseau, mon expérience, mhm, etc. bien sûr. Tu capitalises sur ce que tu as et c'est plutôt Exactement. smart. Ouais. Est-ce que tu es à la recherche de partenaires, de contacts particuliers, peut-être des personnes auprès de notre audience, donc c'est l'occasion. Oui, totalement. Donc, sur The Science Marketer en particulier, je cherche toujours des cas à étudier, tu vois, des entreprises dans les sciences qui auraient des cas particuliers de communication ou marketing un peu originaux. Euh, donc ouais, ça m'intéresse. Je sais pas si ton audience est dans dans ce genre d'industrie, mais toujours intéressé. Et dans les médias, comme j'ai dit, j'aime bien aussi un peu aider les personnes qui sont en train de démarrer, s'ils ont besoin de poser quelques questions. Moi, quand j'ai démarré, j'ai eu un peu des mentors. Typiquement, un des fondateurs de Madines, je Mhm. le connais très bien, il Ok, m'a beaucoup aidé. Donc ça, je suis juste content de un peu, tu vois, redonner un peu à ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis sur LinkedIn, vous pouvez me trouver assez facilement avec ouais. mon prénom. Ah ouais, voilà. Je mettrai ton LinkedIn et effectivement, c'est super sympa de ta part. Et j'espère que des gens vont prendre cette opportunité parce que tu as vraiment t'as vraiment un parcours inspirant et j'apprécie aussi, t'as l'air de t'intéresser à beaucoup de choses et j'apprécie beaucoup ton focus de te Mhm. dire ah non, non, ok, pour l'instant je reste là-dessus, le podcast sur l'histoire, la géo, c'est pour plus tard, etc. Et ça, c'est très très dur. Ah, C'est c'est très super très dur. dur. Et, Tous les moi, jours. ouais, mais c'est vraiment un muscle à développer. Ouais. Et c'est vrai que ça, plus le fait, comme tu l'as répété plusieurs fois, que ça prend du temps dans le monde des médias, etc. Mhm. Si t'es pas focus et si tu dis, oh non, au bout de 3 mois, ça marche pas, je vais switcher, etc., c'est compliqué, quoi. Donc, Ouais. un discours ouais, très important à retenir, je pense. Top. Bah écoute, Joachim, merci beaucoup. Je t'ai pris plus de temps que prévu. Pas de Mais souci. c'était vraiment passionnant et je suis pressé de suivre l'évolution de tes différents projets. Juste sur la biotech, tu penses rester encore Ouais, longtemps avec eux pour les accompagner? ouais, totalement. Ouais. Pour l'instant, je suis concentré sur la partie éditoriale. Je D'accord. travaille donc avec les journalistes pour produire le contenu. Et ça me passionne toujours, en fait. C'est pour ça Mhm. que je veux rester sur ce projet. Et en même temps, j'ai un peu réduit mon temps pour me permettre de lancer The Science Marketer. Donc, c'est un bon équilibre que j'ai à l'heure actuelle et je suis très content avec ça. Top. Très bien. Merci beaucoup, Joachim. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.